Bonjour Philippe Lançon. Bonjour. On est très, très heureux que votre livre Le Lambeau dans la traduction italienne, dans sa traduction italienne, soit sur la liste des finalistes du prix du Premio Gregor van Retzori. Et je me réjouis voilà, de pouvoir échanger avec vous sur ce livre, qui a déjà toute une histoire, on l'évoquera. Mais peut-être d'ailleurs qu'on peut commencer par le mettre un peu en perspective. Donc vous êtes d'abord journaliste, mais vous étiez aussi romancier. Vous aviez écrit d'autres romans avant celui-là. C'est un journaliste, vous avez été reporter, mais assez vite vous êtes devenu critique. Il y a eu une chronique sur la télévision, mais aussi surtout critique littéraire. Et puis depuis quelque temps, il y a aussi la peinture qui est venue. Vous avez commencé à écrire beaucoup sur la peinture, donc dans Libération et aussi dans Charlie Hebdo. Et puis le 7 janvier 2015, il y a eu cet attentat. Vous avez été blessé. Et entre cette date-là et puis aujourd'hui, il y a eu l'histoire de ce livre qui a été considérable, en tout cas en France. Je parle à partir de sa publication en 2018. Il y a eu d'abord ces 3 années en fait entre cet attentat et votre blessure et puis l'écriture du livre, enfin ce qui a impliqué votre reconstruction et l'écriture du livre. Et puis ensuite, depuis finalement 2 ans, c'est un livre qui a une histoire, une trajectoire assez extraordinaire. C'est un livre qui a cette particularité, je crois, d'avoir été ressaisi en presque tous les points de la société. Je pense à la fois par les lecteurs intellectuels, les philosophes, des gens qui s'intéressaient à la littérature, mais aussi à la politique, etc., mais aussi des gens qui lisaient peu. Et en fait, c'est une histoire assez magistrale, en fait, de faire un livre qui, tout d'un coup, voilà, exauce l'expérience d'un homme et en fait quelque chose qui est partageable par un très grand nombre. Et l'émotion qu'a suscité la publication de ce livre, c'est voilà, c'est une grâce extraordinaire. Et peut-être que vous pouvez aujourd'hui, maintenant qu'il est traduit dans plusieurs langues, et puis il y a eu aussi tous les prix qu'il a reçus, le prix Femina. C'est un livre qui a été salué et qui a eu une place très très importante en France, mais également maintenant à l'étranger. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu voilà, comment vous avez ressenti tout cela? Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que ça vous a accueilli, cet accueil, ou au contraire, vous sentiez qu'il y avait une urgence Ah, il y a Béatrice qui appelle, alors je vais la quitter. Et c'était Béatrice Monti qui téléphonait. Et voilà, est-ce que vous pourriez dire justement cela? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, voilà, d'abord l'histoire de ce livre, voilà, depuis finalement presque 5 ans? Eh bien, écoutez, donc merci. Évidemment, je suis très honoré d'être dans les finalistes de ce prix. Et d'autant plus que c'est un prix lié à la traduction. Voilà, moi, je suis un vieux lecteur de Borges, l'Argentin, et les questions de traduction m'ont toujours intéressé, n'est pas le mot, mais m'ont toujours paru vitales quand on aime écrire et quand on aime lire. L'idéal, c'était un de mes fantasmes d'ailleurs, étant de finalement pouvoir refaire sa vie dans des langues différentes à chaque fois. Vous voyez, j'avais imaginé un moment écrire une série de romans avec le même personnage qui à chaque fois referait sa vie dans une langue totalement différente. Évidemment, j'ai dû me contenter médiocrement de lire quelques livres dans des livres dans les quelques langues que je connais, essentiellement l'espagnol. Et j'ai appris pour cela que effectivement le basculement dans une autre langue, non seulement évidemment quand on la parle, mais quand on la lit, c'est pas seulement un changement de logiciel, c'est un changement de vie extérieure dans la communication, mais quelque chose de beaucoup plus intérieur, qui se manifeste en particulier dans les rêves. Enfin, pour ce qui me concerne en tout cas. Oui, j'ai beaucoup rêvé en espagnol. Donc, le type de rêve n'était
pas forcément le même, et ça m'arrive encore de rêver en espagnol, même si ma vie s'est beaucoup plus éloignée maintenant du monde hispanique. Voilà, ça c'était un préalable. Alors pour répondre à votre question, j'ai mis très longtemps, enfin relativement longtemps, mais pour un écrivain c'est peu de temps, non pas à me décider à écrire ce livre, mais à m'y mettre réellement. Probablement parce que j'étais toujours dans un processus de soins intensifs pendant à peu près 2 ans et demi. Oui, ça donc un jour d'ailleurs j'ai eu une conversation, j'avais des conversations souvent assez drôles avec ma chirurgienne Chloé, qui figure dans le livre. Et un jour, je lui avais dit, je ne comprends pas, j'ai commencé, mais je n'y arrive pas. Et elle m'avait dit, mais enfin, c'est normal, vous êtes encore dedans. C'était dans son bureau à l'hôpital de la Salpêtrière. Et tout à coup, comme souvent, ces paroles un peu directes et pleines de bon sens qu'elle pouvait avoir m'ont éclairé sur le fait que je devais me détendre avec ça, vous voyez. C'est-à-dire attendre le moment où je serais prêt à le faire. Et finalement, ce moment est arrivé quand ma vie avait à tout point de vue changé. Et c'était aussi une période effectivement où j'étais sorti, disons, des soins les plus intensifs, comme je vous disais, mais pas de tous les soins, mais des soins. Dans le livre, on le sent beaucoup, ça, l'idée que quand même la reconstruction, les soins accaparent le temps, et que finalement le temps est aussi structuré par d'abord l'opération suivante, gagner un autre lieu. Enfin, il y a des étapes. C'est très séquencé dans votre livre. Et vous dites aussi, cela dit, que vous recommencez néanmoins à écrire dans cette période-là, dans la période où vous n'en êtes pas encore sorti, mais ce sont d'autres textes, ce sont des textes de critique. Oui, essentiellement des textes, soit des textes de critique, ça c'est pour Libération, soit des textes, des chroniques qui continuent à chroniquer ce que je suis en train de vivre en direct, parce qu'il y a une première étape, et qui en fait était probablement préparatoire, non pas au livre, mais à l'esprit dans lequel je vais être pour pouvoir l'écrire. Il fallait que je me débarrasse de tout un tas de choses. Et c'est pour ça que les chroniques que j'ai pu écrire dans Charlie, qui ont été à l'époque beaucoup lues, puisque j'écrivais littéralement depuis mon lit d'hôpital. Littéralement il y avait une espèce de contemporanéité, il y avait une synchronie entre ce que vous viviez et ce qu'on lisait. Voilà. Parce que tout simplement, je me suis dit, il y a quelque chose en moi qui s'est dit, tu te retrouves dans une situation exceptionnelle, et ton métier, c'est d'écrire. Donc, tu dois pouvoir utiliser cette chronique que tu as dans Charlie pour rendre compte de cette expérience exceptionnelle. Et d'une part, le dire comme ça, c'était déjà aussi me permettre de mieux vivre cette expérience, d'abord parce que développer une curiosité et sortir de moi-même pour m'intéresser non seulement aux autres, mais même à moi, comme si j'étais un autre. Donc, en fait, ça m'a beaucoup aidé à vivre l'hôpital, dont je n'ai pas un mauvais souvenir, en partie, je pense, évidemment grâce à l'équipe soignante qui était quand même, j'ai eu de la chance à un moment où l'hôpital commençait déjà à pas aller très bien. Mais d'autre part, j'avais quand même 30 ans de métier. Et en fait, ce métier m'a vraiment aidé à ce moment-là comme on dit, le métier d'écrire. Pavès parle du métier de vivre. Et évidemment, on entend aussi le métier d'écrire dans le métier de vivre. Et là, évidemment, je me suis retrouvé dans une situation, je n'ai pas le génie de Pavès, mais en tout cas, la situation m'a donné, en quelque sorte, la chance, parce que c'en est une. J'aime pas le mot opportunité, que je trouve très laid. La chance de l'occasion, voilà, l'occasion est un mot plus neutre, de confondre le métier de vivre et le métier d'écrire. Qui est latent de toute façon, comme chez tout écrivain et chez tout journaliste probablement, puisqu'en tout cas de presse écrite. Et donc, il y a une chose qui est belle, on en parlait l'autre jour, c'est cette histoire que ces textes-là, à la fois la chronique dans Charlie, dans
la façon dont elle vous requérait d'une certaine manière une forme d'acuité et de vie. Et puis ce qui a été les premiers textes pour Libération, vous disiez que c'était peut-être comme des tuteurs justement, et peut-être il y a cette idée très belle, voilà, que le texte qui est venu ensuite avait peut-être poussé à partir de ces écritures-là. C'est intéressant, je trouve. Et si vous prenez un potager, puisque c'est la saison, vous voyez très bien que chaque type de plante et de légumes a son propre agenda. On les sème à certaines périodes, et puis il y en a qui vont germer dans 6 mois, d'autres presque immédiatement, en sachant évidemment que l'essentiel, c'est qu'ils aient du soleil et qu'on les arrose. Donc, pour ce qui me concerne, je pense que c'était ça, c'est-à-dire les chroniques étaient des plantes à très court terme, c'est-à-dire on semait la situation le jour même, et puis dans les jours qui suivaient, ça germait, et ça donnait une chronique. Et en plus, cette chronique avait pour moi évidemment un rôle social à l'hôpital, dans la mesure où elle me permettait de rendre compte à mes soignants en particulier de la manière dont moi je vivais cette situation en très léger différé. Et d'ailleurs, il n'était pas rare que les chroniques finissent affichées dans le poste de soins. Parce que, évidemment, beaucoup de soignants s'étaient approprié ça. Quand le journal, il y avait un porteur qui arrivait de Charlie le mercredi et qui m'apportait dans la chambre d'hôpital les Charlie, qu'en général, il laissait aux policiers qui étaient devant ma chambre, mais parfois, il rentrait me saluer quand même. Et il avait toujours un certain nombre d'exemplaires, et la plupart de ces exemplaires, en fait, quand on me les demandait, je les distribuais aux soignants qui passaient. C'était aussi important pour moi parce que je me retrouvais confronté directement et sans défense, d'une certaine façon, aux gens dont je parlais. Ouais, c'est incroyable. Donc c'était, et je ne crois pas du tout avoir été complaisant. Bien entendu, il y a des choses pas plus dans les chroniques que plus tard dans le livre, donc qui est une plante d'un autre ordre, hein, vraiment, ça j'ai... Ouais. Et alors... qui était lié plutôt, comme j'ai toujours... j'avais fini par réfléchir à ça. Ce qui relève de l'intimité figure dans le livre, ce qui relève de l'indiscrétion n'y figure pas. Oui, c'est ça. Donc, et ça me paraît d'ailleurs une assez bonne façon d'avoir réglé votre position, une position d'énonciation qui vous semble juste et qui permet aussi de donner sa force et sa beauté à votre texte, parce que vous parliez d'intimité et on peut parler aussi peut-être plus encore d'intériorité. Moi, c'est un mot que je trouve très fort, parce qu'il est aussi, évidemment, votre intimité, elle est souvent raccordée à des lieux et elle évolue aussi selon les lieux. L'antichambre, le monde en bas, plus tard aux Invalides, et j'ai trouvé ça assez beau, justement, comment cette intériorité, elle se forme aussi dans ces intérieurs différents et elle évolue en fonction de ses intérieurs. Vous voyez, je trouvais ça beau. Et de fait, ce qui moi, je pense que je ne suis pas la seule du tout, ce qui est très frappant dans le livre, c'est sa puissance tient aussi à sa dimension d'expérience. Alors évidemment, une expérience assez totale, qui est d'abord celle d'un homme confronté à la mort, à la violence, à la douleur, à une forme de chute, et puis de retour. C'est aussi un livre, je trouvais qu'il y avait une construction, plutôt un feeling un peu odysséen, quoi. C'est un livre de retour vers la lumière, vers les autres, vers la vie, avec évidemment des moments de chute, des moments de pause, des moments où ça retombe, des moments où on trébuche. Et cette dimension d'expérience, elle est absolument formidable, parce que c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Ça vous a permis, je pense, en vous situant et en déterminant, en circonscrivant une place pour énoncer, dénonciation, pour
pour écrire ce texte, vous arriviez à vous intéresser à vous comme si vous étiez un autre. Et ça, c'est extraordinaire parce que du coup, il y a une espèce un geste d'une puissance descriptive très très forte, notamment à la fois sur des états très difficiles justement à atteindre, qui sont ces états intérieurs de la souffrance, de la douleur, de l'égarement aussi. J'ai trouvé ça assez bouleversant. Et en même temps, des choses beaucoup plus concrètes, techniques, une volonté de rentrer finalement aussi dans la mécanique des gestes, dans la manière dont les gestes étaient prodigués, dans la technicité de l'opération, dans toutes ces phases, etc. Et il y a pas de... Finalement, tout est regardé un petit peu sur un même plan. Et ça, c'est ce qui, de mon point de vue, c'est ce qui donne aussi son incroyable puissance au texte, c'est-à-dire cette espèce de description qui est complètement dedans, dehors, dedans, dehors, vous voyez, qui sinue autour d'une ligne de crête qui serait peut-être celle de votre peau, de votre cerveau, ça va, ça sort, etc. Ce qui vous permet à la fois de comprendre réellement comment marche une mâchoire humaine, comment travaille et quels sont les horaires de cette personne qui vient vous faire cette piqûre et à quoi elle ressemble et comment elle vous intéresse, votre propre effondrement, la réminiscence de l'accident, et puis tous ces souvenirs qui reviennent. Et cette expérience totale, elle fait de ce livre un livre important sur le plan littéraire. C'est un grand livre aussi pour ça, et peut-être que vous avez pu y avoir accès parce que vous l'avez écrit. De fait, vous voyez, il y a une espèce de... Et ça devient la nôtre, en fait, non pas notre expérience de blessé, mais on peut l'approcher. Et il y a quelque chose d'un peu miraculeux sur le plan littéraire, en fait. Écoutez, merci. Oui, l'écriture, de toute façon, dans le meilleur des cas, c'est tout de même à ça qu'elle sert, qu'elle soit d'ordre de la fiction ou pas de la fiction. Elle donne des formes suffisamment fortes pour partager des expériences. Ouais. C'est d'une banalité, mais quel que soit voilà, là, ces jours-ci, je relisais, puisque je suis dans ma maison, qui est celle précisément de type de famille, du livre Retour à la campagne, les retours. Comme vous disiez très bien, c'est vrai qu'il y a un aspect auquel je n'avais pas pensé quand j'écrivais, qui était de l'Odyssée. C'est-à-dire, effectivement, le et les personnages que j'ai été successivement dans cette période, parce que comme vous disiez, il y en a eu plusieurs et qui sont très liés au lieu et quasiment aux chambres. Ouais, qui correspondaient effectivement non pas seulement à des états de conscience, mais à des états physiques qui évoluaient comme ils n'évoluent quasiment jamais, sauf chez des patients qui sont dans des états graves, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes aux Invalides et où vous marchez beaucoup, vous êtes un autre. Oui, ça change. Et en même temps, je suis toujours à l'intérieur, c'est-à-dire je me souviens il n'y a pas si longtemps, il y a 2 restaurants qui sont en face des Invalides, et si j'ose dire, de mon point de vue de patient, de l'autre côté du fossé. Et il y a à peu près 6 mois, pour la première fois, j'y avais jamais mis les pieds dans ces restaurants, quelqu'un m'a invité dans l'un des deux, et j'y suis allé, et pour moi, ça a été une expérience très, très étrange de se retrouver dans ce restaurant, dans le rôle d'un client banal, qui se retrouve tout brutalement. Je regardais depuis la fenêtre du restaurant le fossé à l'envers, et je me souvenais du parcours que je faisais tous les matins en regardant ces restaurants qui, quand je faisais le parcours très tôt, n'étaient pas ouverts. Et après, j'y repassais dans la journée et je regardais ces restaurants à cette époque-là en me disant, plus ou moins, tu n'y rentreras jamais. C'est vraiment une vie qui n'existe plus pour toi. Et d'ailleurs, ce n'était pas une plainte, c'était une sorte de constat qui était faux d'ailleurs, et donc et plus ou moins fataliste. Et en fait, mais c'était beaucoup plus que ça. Il y avait le fossé des Invalides
vraiment matérialiser une faille, une rupture existentielle. Ça, c'est vraiment... Et vraiment, je le savais, mais je l'ai ressenti de nouveau il y a 6 mois. Ça m'a vraiment frappé. Et ça a donné un goût très étrange à ce repas pour moi. Voilà, il y a des choses comme ça, il m'en arrive tout le temps. C'est-à-dire que je me promène toujours, mais je ne veux pas en faire non plus quelque chose de pathétique. On va voir si ça me permet de développer mon travail par la suite, mais je me promène sur la ligne de faille, mais sans tragique, vous voyez. C'est pas du tout l'impression qu'on en a comme lecteur, pas du tout. Enfin, je veux dire, au sens où il y aurait comme idée que il y aurait l'élection d'un endroit qui serait précisément la ligne de faille. C'est plutôt, en fait, il s'est passé ça, et c'est là où vous sinuez pendant toute cette période. Et donc, pour revenir sur l'histoire incroyable de ce livre, à un moment donné, donc vous commencez à l'écrire, et finalement, il va vous porter longtemps, au bout d'une année à peu près, un peu plus. Et puis, il y a sa publication. Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous en avez... Enfin, c'est un peu difficile de vous demander de ressaisir une telle expérience, j'imagine. Bon, l'écriture, déjà, a dû être... parce que l'écriture, c'était forcément revivre un petit peu tout ce qui avait eu lieu, non? Oui, et alors, en fait, d'une part, je l'ai écrit donc essentiellement entre juin 2017 et janvier 2018, début janvier 2018. D'accord. Et en fait, je l'ai écrit quand vraiment j'ai décidé de m'y mettre. J'étais d'abord en Angleterre, puis en Écosse un petit peu, mais surtout l'essentiel du livre après, disons de fin août à la fin, a été écrit à Rome, où il se trouve que les circonstances privées m'ont amené à passer l'essentiel du temps pendant 1 an, sauf pour des retours en France hospitaliers. Oui, pour les soins. Pour les soins. Et donc, qui était quand même assez régulier. Mais voilà, donc il y avait... donc ce livre a été écrit assez loin du théâtre des opérations, si j'ose dire. Et d'autre part, donc, ça veut dire aussi dans un moment de paix et de solitude. Les endroits où j'étais étaient très calmes et très beaux, les trois. Angleterre, Écosse et Rome. J'ai eu de la chance. Et ce qui me permet de dire ce qu'on sait, c'est que je sais que les résidences d'écrivains, il y en a une chez les gens du prix. C'est très important. Là, c'était pas une résidence d'écrivain à proprement parler, puisque je suivais quelqu'un. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai très bien senti les écrivains quand même. C'est des gens. Il leur faut du temps et de la paix, quoi. Enfin, et on peut trouver que c'est un luxe, mais c'est pas du tout un luxe, c'est absolument indispensable. Et en tout cas, pour moi, ça l'a été. Et encore une fois, c'était le hasard qui a fait que j'ai pu écrire dans ces circonstances. Donc, du coup, je l'ai écrit quand même assez vite et dans un état de relative tranquillité. C'est-à-dire, effectivement, bien entendu, je devais me remettre dans un certain nombre d'états, mais comme vous le savez, à ce moment-là, l'opération relève presque de la fiction, c'est-à-dire au sens où c'est précisément l'écriture qui réinvente l'expérience. Sans quoi l'expérience, elle a disparu. Tout le monde aujourd'hui parle de la réalité tout le temps, mais la réalité, la minute d'après, elle est déjà dissoute dans la mémoire et dans les sensations, et elle est recomposée, et après, elle disparaît là-dedans. Elle existe, mais elle est à l'état totalement gazeux ou liquide. Et donc, la seule manière... Mais le problème, c'est que quand on l'écrit, et surtout une expérience aussi intense que celle-là, en fait, on ne revit pas ce qu'on a vécu. On le réinvente à partir de ce qui a été vécu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ce qui ne veut pas dire, quand je dis inventer parce que la forme est une invention. Après, bien entendu, ce que vous pouvez lire dans ce livre, pour l'essentiel, correspond
à mes souvenirs de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, je n'ai rien inventé au sens imaginaire, vous voyez. Oui. L'imagination, elle est plus dans ces cas-là, tout simplement dans l'écriture et la construction. Mais c'est juste la langue. C'est la langue qui l'apporte. C'est la langue. Pour moi, c'est devenu très clair au moment de l'attentat, c'est-à-dire de la description de l'attentat, parce que... mais ça, c'est très clair dans le livre. Pour moi, c'était un acte d'enfance, en fait. Mais ça permet aussi de donner au livre sa dimension littéraire. Vous voyez aussi l'idée que il porte l'invention d'une langue qui est celle à la fois de la réinvention de cette expérience, et puis aussi au moment où on s'en souvient, tout ce qu'elle va catalyser, qui est proprement littéraire. C'est-à-dire, finalement, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est la manière dont le livre magnétise, enfin le texte magnétise d'autres textes, magnétise de la musique, magnétise de la peinture. C'est-à-dire que finalement, au moment où le livre se réinvente, cette expérience se réinvente et finalement s'écrit, elle catalyse, elle fait venir, et elle se tisse aussi à partir de la littérature, de la peinture, de la musique. C'est assez fort, ça, dans le livre. Mais de manière, pour moi, comme vraiment très concrète. C'est-à-dire, vous vous souvenez dans Robinson Crusoe, quand il se retrouve sur l'île, donc il y a le bateau, l'épave qui est au large, et il sait qu'il doit aller chercher dans l'épave le maximum de choses dont il aura besoin sur l'île pour vivre. Et donc, c'est le passage de Robinson Crusoe que moi j'ai toujours préféré, c'est-à-dire où il passe son temps à aller dans cette épave à la recherche de tout un tas de choses qui sont des choses toutes simples de la vie quotidienne. Ça peut être un rabot, ça peut être une lime, ça peut être, vous voyez, etc. Mais qui là vont devenir effectivement non seulement des trésors, mais des choses qui lui sont indispensables. Dans mon cas, j'étais pas sur une île déserte parce qu'une chambre d'hôpital, c'est très peuplé. Mais d'une certaine façon, c'était quand même une île parce que le patient, il est toujours seul. Quand les gens qui sont en visite simple, comme au Monopoly, disparaissent, il se retrouve seul. Et quand il descend au bloc, il est seul. Et donc, mais par contre, j'avais ramassé des choses de cette épave qui flottait au large, si j'ose dire, dans la vie d'avant. Et là-dedans, il y avait ce que vous dites, c'est-à-dire progressivement voir des choses que la mer ramenait. Hein. C'était effectivement quelques livres, quelques heures de musique et essentiellement du piano. Et puis, progressivement, la peinture, au sens où je guettais les expositions qu'il y avait, et je m'étais dit depuis le départ, et je crois que je l'écris dans le livre, c'est une des premières choses que je me suis dites, vraiment, je crois en remontant du premier bloc, hein, donc vraiment dès le 9 janvier ou 10 janvier, j'irai voir l'exposition Velázquez qu'il y aura au printemps. Et je m'étais dit, ce sera l'acte de renaissance. C'est-à-dire, quand on sait l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, ça pouvait paraître audacieux. Mais je me suis fixé mentalement cette chose qui évidemment ne relevait pas de la chirurgie ni de quoi que ce soit. Et je l'ai dit autour de moi, c'est devenu performatif, en particulier à mes soignants. Et donc, ils étaient aussi embarqués dans cette île. C'est-à-dire, et donc évidemment, on m'a livré quelques catalogues que je regardais avec les infirmières, beaucoup plus qu'avec les chirurgiens qui n'ont pas beaucoup de temps, etc. Et c'était pour moi intéressant parce que vous savez, le lit, il monte, donc je montais le lit et puis je mettais les catalogues qui sont lourds dessus. Ça me permettait aussi d'être un peu debout. Et puis, je regardais avec les infirmières les catalogues en leur demandant ce qu'elles pensaient de tel tableau, etc. etc. Et progressivement, l'art, ce que j'aime dans l'art, c'est-à-dire une restitution dans la peinture absolue de la vie, c'est-à-dire quelque chose que même la littérature n'a pas. Puisque c'est la création, comme la création du monde à chaque tableau, mais par un homme, par un artiste, pas par Dieu, quoi. Il crée tout, il crée le paysage. Et si vous êtes comme dans un paysage, face à un paysage, vous savez très bien qu'il y a toujours ce moment, si ce paysage vous touche, où vous aimeriez disparaître dans ce paysage. Et en même temps,
la conscience humaine fait que il y a toujours une légère douleur. Plus c'est beau, plus c'est difficile, puisqu'on sait qu'on ne se dissoudra pas dans ce paysage. Puisque, voilà. Et ben, face à la peinture, c'était pour moi dans un autre ordre, puisque la nature là est créée par la culture, par le geste d'un homme ou d'une femme. Mais il y a toujours ce moment où j'essaie au maximum d'aller dans le tableau. Et c'est aussi comme ça que j'avais commencé à écrire des articles, sans me le dire non plus tout à fait. Je me souviens très bien, le premier article que j'ai écrit, c'était sur Émile Nolde, le peintre allemand. Et cette peinture splendide, mais assez agressive, j'essayais de rentrer là-dedans. Et en particulier, il y avait un tableau d'un très connu, d'un petit garçon avec un espèce de grand aigle noir qui préfigure le nazisme, alors que si je me souviens bien, c'est avant. Et à la fois, je devenais l'enfant qui est effrayé, mais pas seulement, qui est aussi presque gourmand de l'expérience qu'il est en train de vivre face à cette espèce d'aigle effroyable, et l'aigle. Et en fait, j'ai commencé à essayer d'écrire sur ce tableau et sur d'autres, à partir de ce type de sensation, en sachant évidemment que c'était très modeste, je ne suis pas critique d'art professionnel, et par ailleurs le journalisme, puisque là il s'agissait de journalisme, m'obligeait à passer en quelque sorte par l'extérieur, puisqu'il s'agit d'avoir un minimum de clarté vis-à-vis d'un lecteur qui, lui, ne sait pas de quoi il s'agit. Là, dans le livre, c'est très, très différent, parce que l'expérience de l'art n'est pas du tout celle d'un critique. D'ailleurs, il n'y a pas véritablement de volonté de décrire les tableaux. C'est intérieur. Il y a l'idée surtout d'aller guérir une émotion qui est perçue à ce moment. C'est vraiment cette histoire de trésor. Je trouve ça très beau. C'est loin, Robinson Crusoe, mais je vois très bien cette idée d'aller chercher quelque chose qui soit aussi des provisions, enfin de quoi continuer en fait, de quoi continuer, de quoi se relever et poursuivre. Ça, je trouve que c'est assez fort. Et est-ce que vous avez été étonné de l'accueil du livre? Oui, j'ai été très étonné parce que vous êtes écrivain et je pense que vous le savez. Franchement, quand on écrit un livre, on est seul. Donc, l'idée de... La position insulaire dont vous avez parlé juste avant à propos on la sent très bien que vous êtes seul quand même si votre chambre est très peuplée, et vous y faites allusion à plusieurs reprises dans le livre. Il y a ce passage assez magnifique à la fin de l'antichambre avec votre frère, où justement vous comparez ce qui vous arrive à une espèce de nénuphar qui se déploie de l'intérieur en vous, et que finalement c'est aussi très compliqué d'être en relation avec les autres. Enfin, il y a cette position insulaire, même où l'on peut dénier à l'autre le simple fait qu'il puisse prétendre vous comprendre. Enfin, il y a ce moment très compliqué, notamment avec ceux qui vous entourent, ceux qui vous aiment, et dont certains se prévalent de savoir ce que vous ressentez, et vous opposez une forme de solitude assez irréductible. Et c'est vrai que c'est la solitude de l'écrivain, elle rejoint celle-ci forcément. Oui, parce que c'est des expériences vraiment très, très intérieures. Et donc, pour vous répondre, non, j'imaginais absolument pas ça. Ouais. Ça, c'est en plus, en France en tout cas, le destin du livre a évolué à plusieurs reprises. Il y a eu l'accueil immédiat. Et puis ensuite, il y a eu un second accueil, bizarrement, au début de l'été. En fait, il a eu plusieurs... c'est comme une musée. Comme les espèces de long seller, on ne dit pas best-seller, on dit long seller. C'est un livre qui n'a pas quitté la liste de tête des livres qui étaient le plus aimé, le plus lu, le plus regardé, le plus commenté, le plus partagé. Mais surtout, j'en ai pris conscience, bon, évidemment par les ventes, mais beaucoup plus par les courriers. Oui, bien sûr. Assez vite, j'ai reçu un courrier quand même assez considérable. Ouais. Et de gens que ça ne vous étonnera pas. Alors, et comme vous dites, il y avait toutes sortes de gens. C'est-à-dire, ça peut aller d'un lecteur vraiment très intellectuel à un lecteur beaucoup d'anciens patients
ou de gens qui ont accompagné des vivants et des morts, hein, on va dire, à l'hôpital, et qui me faisaient part à la fois de leur expérience de lecture du livre, et puis de leur propre expérience, comment elles télescopaient la leur. Donc avec plus ou moins de, vous voyez, on va dire, mais je l'entends pas du tout en mauvaise part, de naïveté suivant les cas. Puis il y a des lecteurs très confirmés, donc qui ont beaucoup plus des replis, et qui se mettent à distance d'eux-mêmes, etc. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus directement dans le livre leur procure une émotion dont ils n'arrivent plus à sortir à ce moment-là, et ça se fait à la lecture. Donc ça, c'est pour moi... Je dois juste lire, comme le livre est d'une écriture très intense, assez exigeante, c'est assez merveilleux de voir que ce type de livre-là, un livre conséquent, je ne sais pas combien de... il fait peut-être 500 pages, un peu plus. Oui, il fait environ 500 pages. Ouais. L'idée que des lecteurs, finalement, qui ne lisent pas forcément de témoignages comme ça, de récits comme ça, de romans comme cela. Vous voyez, ce livre qui contient un peu toutes les dimensions d'un texte, et qui soudain se donne à eux. En tout cas, leur est accessible. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'une espèce de grâce, c'est-à-dire d'arriver à parler justement à un philosophe, à un lecteur très intellectuel, à partir d'un texte exigeant, une écriture quand même toujours très tenue, très belle, avec aussi qui est traversée aussi par, justement, on vient d'en parler, d'autres livres, d'autres musiques, etc. Et aussi des accès aussi à des souvenirs, il y a d'autres figures qui peuplent le livre, et puis que ça puisse aussi, ce type de livre-là, puisse quand même toucher, émouvoir et embarquer des gens qui ne sont pas des grands lecteurs, et moi, je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment vu avec votre livre, c'est-à-dire que je connais des gens qui ne sont pas des grands lecteurs et qui l'ont aimé, et même des gens qui ne lisaient pas vraiment, et qui ont été bouleversés par ce texte. Oui, je suis assez d'accord avec vous, je pense que... Mais c'est pour ça qu'on écrit, c'est-à-dire, je pense, c'est-à-dire, effectivement, on est à la fois, je pense, c'est un livre sans compromis, à la fois sur ce... D'ailleurs, qui est très libre, il y a une grande liberté, notamment la manière dont les souvenirs sont convoqués. Il n'y a pas non plus le souci vous voyez, d'un truc qui serait, d'un livre qui serait justement très très construit dont hyper narratif, de manière à ne pas perdre le lecteur. On sent que vous êtes chez vous dans ce livre, il est à votre image. Enfin, il y a une idée de liberté qui fait qu'effectivement, on sent bien qu'il n'y a aucun compromis. Non, il n'y en a pas. Et ce livre sans compromis a touché en France un énorme public. Incroyable. Donc pour moi, c'est vrai. Peut-être ça m'arrivera qu'une seule fois dans ma vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, n'arriverait-ce qu'une fois, ça serait suffisant pour me rassurer sur ce que non pas ce que je pense, mais ce que je vis de l'écriture et de la littérature, à la fois comme auteur et comme lecteur, et comme critique aussi d'ailleurs. Le critique est supposé être un lecteur quand même. Et donc, c'est-à-dire comme quelque chose, où à certains moments, quelque chose de vital et qui trouve une forme dénuée de tout compromis social, touche justement toutes sortes de gens dans la société. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Philippe Ronceau. Je vous en prie. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci infiniment de cette conversation. Au revoir.